Dans le golfe Persique, ça chauffe. Vraiment, les moteurs des avions de chasse hurlent, les missiles sont prêts à partir. Bref, une confrontation massive se dessine entre les États-Unis et l'Iran. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on est au bord d'une nouvelle guerre? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Et au centre de toute cette agitation, il y a ce monstre d'acier, le porte-avions USS Lincoln. Et là, les images, elles parlent d'elles-mêmes. On voit clairement des munitions être chargées. Faut être lucide, ça, ce n'est pas une petite manœuvre de routine. Non, c'est une pure démonstration de force, un message très clair envoyé à Téhéran pour mettre une pression maximale. L'ambiance était tellement tendue que certains observateurs, comme le New York Times, écrivaient ça. C'est terminé. Maintenant, c'est l'heure pour les armes de parler. Ça fait froid dans le dos. On sent bien que le temps de la diplomatie est peut-être évolu. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Un gigantesque coup de bluff? Une sorte de négociation musclée avec le pistolet sur la tempe? Ou est-ce qu'on est vraiment en train d'assister aux toutes dernières préparations avant une attaque? C'est la question centrale qui est sur toutes les lèvres. Ok, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut rembobiner un peu. Parce qu'avant le déploiement militaire, il y a eu les mots. Les États-Unis ont mis sur la table un véritable ultimatum, des exigences, noir sur blanc, pour éviter de basculer dans le conflit armé. Et cet ultimatum, il tient en 3 points. D'abord, abandonner toutes les activités nucléaires et surtout l'enrichissement d'uranium. Ensuite, renoncer à toutes les capacités de missiles balistiques. Et enfin, 3e point, couper les ponts avec tous les alliés dans la région, comme le Hezbollah ou les Houthis. Franchement, du point de vue de Téhéran, c'est juste inacceptable. C'est comme demander à un pays de rendre les clés de sa propre défense. C'était donc une proposition impossible à accepter. Donc forcément, l'Iran refuse. Et là, la question devient, qu'est-ce que les Américains ont en face? Et attention, si Washington décide de passer à l'action, l'arsenal qui est déployé est tout simplement colossal. Allez, on regarde cette puissance de feu d'un peu plus près. Pour se faire une petite idée, prenons juste un seul élément, le porte-avions Lincoln. Rien que sur ce navire, il y a 5500 marins. C'est l'équivalent d'une petite ville, mais une ville flottante et armée jusqu'aux dents. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'un porte-avions, il faut bien comprendre, ça ne se balade jamais en solo. C'est le cœur d'un groupe aéronaval. Une sorte de bulle de protection avec des destroyers, des sous-marins. Et rien que les destroyers embarquent plus de 300 missiles de croisière Tomahawk. En gros, c'est une forteresse flottante avec une puissance de feu absolument dévastatrice. Et puis, il y a la puissance aérienne. C'est un cocktail assez redoutable. On a le F-15, surnommé le camion à bombe. Son rôle, c'est de larguer des charges massives. Le F-18 Super Hornet, c'est le couteau suisse, polyvalent. Le EA-18G Growler, lui, c'est le spécialiste de la guerre électronique. Son but est de brouiller les radars ennemis. Et pour ouvrir le bal, la star, le bombardier furtif B-2 Spirit, quasiment indétectable, conçu pour frapper le premier sans être vu. 13 tonnes, voilà le poids d'une seule de leurs bombes, la GBU-57, qu'on appelle aussi Bunker Buster, le perce-bunker. Un chiffre qui donne le vertige et qui nous dit tout sur sa fonction. Parce que cette bombe, elle révèle toute la stratégie. Elle n'est pas faite pour des cibles en surface. Sa mission, c'est de s'enfoncer à travers des dizaines de mètres de roches et de béton pour aller exploser au cœur des bunkers de commandement. C'est clairement une arme conçue pour décapiter le régime iranien, là où il se pense le plus en sécurité. Bon, face à ce géant technologique, comment l'Iran peut bien espérer se défendre? Eh bien, ne jouons pas du tout avec les mêmes règles. L'Iran mise tout sur ce qu'on appelle une stratégie asymétrique. Cette comparaison est assez parlante. D'un côté, le groupe aéronaval américain, un bijou de technologie. De l'autre, ce porte-drones iranien qui a l'air un peu artisanal, on est d'accord, mais il symbolise parfaitement leur approche. La débrouillardise, le système D et cette capacité à créer un maximum de nuisances avec des moyens low cost. L'Iran sait pertinemment qu'un combat frontal est perdu d'avance. Leur force, c'est leur capacité à faire mal par des moyens détournés. Par exemple, des essaims de drones kamikazes pour submerger les défenses, des missiles balistiques pour menacer les bases américaines, et des tactiques de guérilla, comme cacher des lance-missiles dans des containers sur des navires civils pour semer le chaos. Concrètement, si une attaque devait avoir lieu, à quoi ressemblerait-elle? Il faut tout de suite oublier l'idée d'une invasion terrestre. Les stratèges américains pensent à un scénario beaucoup plus précis. Le terme qui revient tout le temps, c'est celui de frappe de décapitation. L'idée, c'est de ne pas envahir le pays, mais de paralyser le régime en éliminant directement sa tête. Et la rhétorique officielle de l'époque, incarnée par cette déclaration de Donald Trump, ne laissait aucune place au doute. Le message était clair, les États-Unis se réservaient le droit de mener une frappe préventive et massive. Voilà le cœur du plan américain. Une opération rapide, chirurgicale. Pas d'invasion terrestre. L'idée, c'est d'une campagne aérienne éclair pour éliminer les hauts dirigeants du régime, y compris le guide suprême lui-même. Le pari,
que la chute de la tête de l'État suffise à faire s'effondrer tout le reste du corps. D'après les sources du renseignement, une liste d'une 50aine de cibles prioritaires aurait même été établie. En tête de liste, les bunkers des dirigeants, les casernes des gardiens de la Révolution, les forces les plus loyales du régime, et bien sûr les sites nucléaires et de missiles. L'objectif, c'est de frapper en même temps le commandement, les forces d'élite et les capacités stratégiques. Et tout ça nous amène à la question finale, celle que de nombreux analystes posent. Même si une telle opération est techniquement possible, serait-elle vraiment efficace ? Tuer un dirigeant ne met pas fin à un régime qui a souvent déjà tout prévu pour la suite. Et surtout, en lançant une telle action, est-ce qu'on ne risque pas d'ouvrir une boîte de Pandore et d'aggraver une situation qui est déjà explosive ?